Tous les ans ou presque, on voit émerger des projets spatiaux qui nous font dire « Bon, ça verra jamais le jour de toute façon, c'est de l'esbrouf, un piège à investisseurs ». On peut ainsi se montrer sceptique par rapport aux catapultes orbitales, aux projets de méga stations solaires ou par rapport aux plans de colonisation de Mars. Et c'est sans compter sur le roi des projets qui ne verront jamais le jour, l'ascenseur spatial. De temps en temps, on a quand même des propositions en apparence trop grosses pour être vraies qui voient tout de même le jour. Je pense par exemple au Starship de SpaceX. On ne va pas se mentir, quand il nous a été montré la première fois en 3D, il a été facile de le ranger dans la case des doux rêves et autres arlésiennes. Mais le lanceur vole et pourrait assez rapidement remplir au moins une partie de ses promesses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on souhaite revenir sur des projets qui ont démarré un développement, qui ont pendant un certain temps maintenu un certain niveau de crédibilité avant de finir par être rattrapés par la réalité. Et on aimerait bien se poser la question, et si ça avait marché? Où en serait le monde aujourd'hui? Et quelles applications nouvelles aurait-on vu émerger? La nouvelle qui nous donne l'idée de cette vidéo, c'est la faillite de Reaction Engine Limited. L'entreprise britannique a brisé son rêve le 31 octobre 2024. Après 31 ans d'existence, 31 ans à essayer de développer un moteur révolutionnaire, le sabre. On vous a déjà réalisé une vidéo à son sujet. Le sabre, c'est un doux rêve pour tous les passionnés de spatial. Un moteur capable de fonctionner à tous les régimes, du subsonique à des vitesses orbitales, et surtout capable de respirer de l'air à basse altitude, plutôt que de brûler l'oxygène de ses réservoirs. Il aurait permis la mise au point de SSTO, des avions spatiaux mono-étages réutilisables. Imaginez un avenir où vous seriez entré dans un aéroport pour prendre place à bord d'un avion assez semblable aux autres, peut-être plus grand et plus effilé, le Skylon. Vous auriez décollé après avoir roulé sur la piste et auriez commencé à monter en altitude. La différence, c'est que votre avion n'aurait pas plafonné à 10 000 mètres et 950 km/h. Il aurait continué à grimper, continué à accélérer jusqu'à atteindre l'orbite. Vous auriez ainsi pu prendre des vols vers des stations spatiales de la même manière qu'on peut prendre un vol vers New York ou Singapour. Vous auriez d'ailleurs pu rejoindre ces deux destinations en moins d'1 heure en vol suborbital. Reaction Engine Limited est parvenu à maintenir sa vision en vie pendant étonnamment longtemps. Ce n'est clairement pas une entreprise qu'on pourrait qualifier de New Space. Elle a fait ses débuts en 1989, et pourtant, la réalité a fini par la rattraper. Le moteur sabre était trop complexe techniquement. Il devait notamment exploiter un échangeur de chaleur capable de refroidir et liquéfier l'air entrant en une fraction de seconde. Comme la plupart des idées qu'on va explorer aujourd'hui, ce n'est cependant peut-être que partie remise. Bien souvent dans le spatial, les idées précèdent la technique. Bien des choses qui étaient impossibles dans les années 60, voire les années 90, le deviennent aujourd'hui grâce à de nouveaux matériaux ou à de nouveaux procédés industriels. Prenons un autre exemple, une entreprise qui vient de fêter ses 20 ans et qui travaille depuis tout aussi longtemps sur un moteur tout aussi prometteur, VasiMR. Porté par un ancien astronaute, Ad Astra a su faire rêver un certain nombre d'entre nous tout au long des années 2000. L'entreprise n'est pas morte, mais disons qu'elle avance doucement. Il n'y a à ma connaissance aucun démonstrateur qui soit prévu, même à petite échelle. L'entreprise est dans la recherche profonde et l'applicatif semble bien loin. Toutefois, elle sait toujours séduire. En 2024, la NASA a accordé 10 millions de dollars à Ad Astra pour continuer le développement du VasiMR. L'ambition étant de travailler sur le scénario d'un voyage martien habité. VasiMR est un moteur électrique de forte puissance. Il fonctionne en ionisant un gaz grâce à des ondes radio. Le plasma produit est alors confiné, chauffé et accéléré par des champs magnétiques pour créer une accélération. Les performances visées sont démentes. Selon Ad Astra, un tel moteur permettrait d'atteindre Mars en un peu plus d'1 mois, contre 6 à 8 fois plus longtemps avec la propulsion chimique. Seulement, la consommation électrique d'un tel dispositif est tout aussi démente. Pour fonctionner à l'échelle d'un voyage martien avec un vaisseau massif, il faudrait fournir 200 MW au moteur. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les meilleures conditions possibles, les immenses panneaux solaires de la Station Spatiale Internationale délivrent un peu plus de 120 kW.
à peu près 2000 fois moins de puissance que ce dont VasiMR aurait besoin. Le projet n'est pas tant limité par son architecture propre que par sa source d'énergie. Pour sortir du domaine des arlésiennes, VasiMR a besoin que l'énergie nucléaire s'invite dans l'espace. Et on ne parle pas des 40 kW du programme Surface Fission Power. Il faut un vrai réacteur type SMR, autant dire que le projet risque encore de rester pas mal de temps dans les starting blocks. Il y a tout de même un peu de lumière au bout du tunnel. L'année dernière, Ad Astra a signé un partenariat avec Space Nukes, une entreprise qui fait honneur à son nom et qui est spécialisée dans les réacteurs nucléaires à usage spatial. L'idée serait que les deux entités développent ensemble un premier moteur relativement réaliste. Un réacteur de 100 kW de puissance couplé à un moteur VasiMR beaucoup plus modeste. Ça ne permettrait clairement pas le voyage martien, mais avec les financements de la NASA, un prototype en orbite d'ici la fin de la décennie reste envisageable. Si un jour VasiMR remplit toutes ses promesses, alors l'exploration du système solaire prendra un grand coup d'accélérateur. Dans le fond, ce n'est principalement qu'une question de volonté politique et de financement. Notre concept suivant a subi dernièrement un double revers, mais je ne pense pas qu'il soit complètement mort pour autant. Je veux parler des lancements aéroportés. Souvenez-vous de Virgin Orbit et de Stratolaunch Systems. La première entreprise a fait faillite et la seconde a changé de direction. Il y a 5 ans, toutes deux travaillaient encore sur des fusées qui devaient être lancées à partir d'un avion. Un peu comme des missiles géants en somme. Cela conférait à l'architecture quelques avantages. Un avion, ça décolle d'un aéroport, et des aéroports, il y en a déjà partout dans le monde, contrairement aux pas de tir orbitaux. Ce type de lancement pouvait donc s'appuyer sur des infrastructures déjà en place, ce qui réduit fortement les coûts. L'avion pouvait également amener le lanceur n'importe où. Un vol vers l'orbite polaire, il suffit de voler près des pôles. Un vol vers l'orbite géostationnaire, on peut faire voler l'avion près de l'équateur. Fini les pas de tir entre guillemets spécialisés. L'idée épargnait également à la fusée de traverser les premiers 10 km de l'atmosphère, qui sont ceux où l'air est le plus dense. Pour transporter des fusées, il faut de gros avions. Virgin avait converti un 747 commercial et Stratolaunch a construit un immense aéronef à double fuselage. Il me semble que c'est encore l'avion le plus grand du monde de par son envergure. Seulement ces engins s'accompagnent de coûts considérables. Virgin a fait quelques tirs avant de décréter que l'idée ne pouvait pas être rentable. Stratolaunch a effectué un virage stratégique et présente désormais son avion comme une plateforme de lancement pour des essais hypersoniques. Des applications spatiales pourraient y revenir, mais pas avant un bon bout de temps. Alors, les lancements aéroportés sont-ils destinés à l'oubliette ou vont-ils revenir un jour ? Il faut déjà noter que l'idée n'est pas nouvelle. Northrop Grumman a fait voler dès 1990 un lanceur sous les ailes d'un B-52, le Pegasus, et probablement qu'il vole encore. C'est un peu dur à dire tant il est irrégulier. On parle d'un lancement tous les 3 à 4 ans. Les 4 derniers ont eu lieu en 2013, 2016, 2019 et 2021. Depuis, plus rien. En France, on a aussi l'entreprise Dark qui travaille sur un système aéroporté. Elle vise notamment des applications de nettoyage orbital et de défense. Et c'est vrai qu'il y a là de gros avantages à l'aéroporté, pouvoir viser n'importe quelle inclinaison depuis un aéroport situé n'importe où. Dans des applications de défense, pouvoir intercepter rapidement un objet spatial dangereux peut valoir le surcoût associé à l'avion. Il y a une autre idée de propulsion qui ressort en ce moment des placards, la propulsion nucléaire thermique. Où en serait aujourd'hui l'exploration du système solaire si le projet NERVA, un prototype relativement avancé de moteur nucléaire spatial, avait fini son développement dans les années 60. Imaginez ce que 60 ans d'exploration spatiale à propulsion nucléaire nous auraient apporté. Des bases lunaires, des humains sur Mars, des missions aux confins du système solaire, il y a là de quoi rêver, mais aussi un espoir qui renaît. La propulsion nucléaire thermique, c'est la marche évidente pour accélérer les capacités spatiales de l'humanité. Aucun moteur chimique ne pourra jamais rivaliser en termes d'impulsion spécifique et aucun moteur électrique ne pourra rivaliser en termes de poussée. Ce type de moteur, c'est la promesse de diviser par 2 ou 3 le temps de voyage vers Mars et tous les problèmes associés. Et depuis quelques années, il est permis d'espérer à nouveau. La NASA et la DARPA se sont associés pour le projet Draco, qui vise à mettre au point un démonstrateur de propulsion nucléaire thermique autour de la fin de la décennie.
Des progrès semblent régulièrement être effectués et il est permis d'espérer. Peut-être que tout ce qu'on aurait pu avoir avec le projet Nerva va finalement arriver avec 60 à 70 ans de retard. Tout vient à point, à qui sait attendre on dirait. Il y a également la possibilité qu'une solution technique soit trouvée et qu'elle ne passe jamais la barrière politique. Envoyer des réacteurs nucléaires dans l'espace, ce n'est pas anodin. Et même si la NASA et la DARPA rivalisent d'ingéniosité, leur bébé pourrait être cloué à terre pour éviter tout risque d'accident ou une situation qui serait vue comme une escalade vers les armes nucléaires orbitales. Bon, la Chine et la Russie veulent aussi leurs moteurs nucléaires spatiaux, donc ce dernier argument pourrait facilement sauter. Allez, quittons le domaine de la propulsion pour revisiter une autre promesse qui s'est cassé la figure pendant le Covid. Les modules gonflables de Bigelow Aerospace. Entre 1998 et 2020, cette entreprise américaine a développé des modules de station spatiale souples et très performants. Et ce n'est pas de l'esbrouf, leur module de test, BEAM, est toujours rattaché à la Station spatiale internationale. Sur le papier, la solution a tout pour plaire. On peut faire des modules plus volumineux, ils ne sont pas limités à la taille de la coiffe d'une fusée. Bigelow travaillait ainsi sur un module de 330 mètres cubes, lançable par une fusée de classe Atlas V. Et un module de 2100 mètres cubes, soit 2 ISS, lançable par un véhicule de type Starship. Imaginez un peu pouvoir bénéficier du double du volume habitable de l'ISS en un lancement. Leurs modules avaient en plus le mérite de très bien résister aux micro-impacts. Ils étaient en effet souples et pouvaient se déformer pour absorber une partie de l'énergie. Leur performance dans la protection contre les radiations était aussi assez bonne. Bref, il est dur de leur trouver des défauts. Pourtant, Bigelow a fait faillite et toutes les promesses se sont donc envolées. Et quand on regarde les projets futurs de stations spatiales, il n'y a pas beaucoup de gonflables à l'horizon. La seule exception est le module Life que Sierra Space développe pour la station Orbital Reef. L'entreprise nous propose là aussi différents formats et pousse même l'ambition jusqu'à un module de 5000 m3. À ce stade, c'est presque un village. Il faudrait cependant être capable d'aller au moins aussi loin que Bigelow. Sierra a déjà le nez dans sa navette Dream Chaser, et comme on l'a vu, ce n'est pas un développement anodin. Alors les modules gonflables vont-ils prendre leur essor ou retourner dans les placards ? De manière générale dans le spatial, le recyclage d'idées fait partie intégrante du jeu. Dans une vidéo d'interview avec Evoluide Astronaut, le patron de Stockspace fait la réflexion suivante que je paraphrase légèrement. Ouvrez les guillemets, tout, absolument tout, a déjà été essayé dans les années 50 et 60. On ne fait que ressortir les vieilles idées des cartons pour voir si elles sont plus viables à l'aune de nouvelles technologies. Fermez les guillemets. Et c'est un peu le constat qu'on peut faire avec cette vidéo. Au final, quand une start-up se lance dans un nouveau projet, crée une centrale solaire ou fait des lancements aéroportés, la question qu'il se pose est: est-ce que le moment est enfin venu pour cette idée ? Elle a bien souvent été formulée il y a des décennies, mais avec des matériaux moins efficaces et des procédés de fabrication plus archaïques. Rien que l'impression 3D rend déjà beaucoup plus de concepts plus viables. C'est par exemple le cas avec le moteur Aerospike de Pangea Aerospace, une autre grande arlésienne du spatial. Alors on aimerait vous demander, à quelle vieille idée issue de l'âge d'or du spatial il faudrait se réatteler ? La propulsion nucléaire pulsée du projet Orion, les moteurs à cycle atmosphérique ou encore la propulsion par laser? N'hésitez pas à défendre une cause dans les commentaires. Ça donnera peut-être des idées à certains pour ressortir le bon projet au bon moment et faire avancer tout le spatial d'une case. Allez, voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.